Quel est le patrimoine de nos ministres? Je vais faire un épisode un peu spécial cette semaine parce que le gouvernement Bayrou a enfin publié les déclarations patrimoniales de tous les ministres et je me suis dit que ça pouvait être intéressant plutôt que de faire une analyse patrimoniale d'un abonné et pourquoi pas analyser le patrimoine de nos ministres. Et la publication va être faite courant de semaine dernière, donc je vous propose d'aller faire un tour sur le site de la haute transparence de la vie publique pour aller balayer ça ensemble. Alors on se retrouve sur le site qui s'appelle hatvp.fr, donc la haute autorité de la transparence de la vie publique. Et du coup on arrive sur la recherche ici, donc j'ai appliqué les filtres et j'ai mis déclaration de situation patrimoniale et on peut choisir les fonctions entre le président, député, sénateur, ministre. Donc on va regarder les ministres et on va regarder ça ensemble. Alors, l'objectif de cet épisode, c'est pas de dire bien, pas bien les patrimoines, mais plutôt de regarder un peu froidement, comme si je faisais une analyse de patrimoine d'un abonné, qu'est-ce qui pourrait être optimisé, qu'est-ce qui me paraît bien fait, qu'est-ce qui me paraît moins bien fait, même si bien sûr on n'aura pas le détail, bien sûr je ne saurais pas s'ils ont un portefeuille d'ETF ou s'ils ont des SCPI, je ne saurais pas quels actifs précisément ils auront, mais on aura déjà une idée de quelle est leur proportion en immobilier, en bourse, éventuellement en crypto, bref, on va regarder ça en détail. Alors, vous voyez qu'il y a donc pas mal de monde, mais il y a la déclaration de patrimoine n'est pas disponible pour tout le monde. Par exemple, Armand Antoine, ce n'est pas encore dispo. Je vois Agnès Canaillé, Maud Bréjon non plus. Bref, il y en a pas mal qui sont pas encore dispo. Bon, je ne vais pas faire un épisode de 2 heures non plus, donc je ne vais pas tous les analyser, mais je vous propose de commencer par les plus connus. On va regarder déjà notre Premier ministre, donc François Bayrou. Un petit peu, qu'est-ce qu'il y a dans son patrimoine ? Alors, on voit sur la partie immobilier qu'il a un appartement de 40 mètres carrés, détenu à 100% en pleine propriété en 2014, 45 000 euros de prix d'acquisition, 12 000 euros de travaux et une valeur actuelle à 75 000 euros. Donc plutôt une bonne affaire, monsieur Bayrou, parce que il a bien été valorisé. Donc petit appartement, je pense que c'est vers là où il habite, vers Pau. Ensuite, il a une maison individuelle donc de 1100 mètres carrés. Donc là, on est plutôt sur une grosse bâtisse. Je pense que ça doit être certainement sa résidence principale, j'imagine, ou peut-être un endroit où il y passe du temps, parce qu'en plus, c'est en 78 qu'il a eu ce bien. Il a un prix d'acquisition de 68 000 euros et 200 000 euros de travaux, donc je pense qu'il a dû construire des choses, et aujourd'hui la valeur vénale est de 500 000 euros, donc plutôt bien fait les choses, mais en même temps s'il a acheté en 78, je veux dire, heureusement qu'il est en plus-value, parce que ça doit faire 50 ans, donc je trouve que c'est plutôt logique. Ensuite, il a un autre appartement donc à Paris de 50 mètres carrés, qu'il a acquis en 97 à 335 000 euros. Il a fait 20 000 euros de travaux et aujourd'hui valorisé à 550 000. Ensuite, il a des terres agricoles, donc pareil vers chez lui dans le 64, avec 45 000 euros, achat à 45 000 euros et une valeur vénale de 60 000. Donc beaucoup d'immobilier pour François Bayrou, beaucoup d'immobilier chez lui. Bon, j'ai envie de dire, il n'y a rien d'extraordinaire, même s'il a quand même un beau patrimoine immobilier, mais il a une belle résidence principale vers chez lui, il a un appartement aussi vers chez lui, et un appartement, je pense, à Paris pour son travail, et des terres. Ensuite, il n'a pas de part de SCI, il n'a pas de valeur mobilière non cotée en bourse, il n'a pas d'instrument financier, il n'a pas d'assurance vie et il a des comptes bancaires et des produits d'épargne. Donc, on voit tout un tas de comptes courants, comptes d'épargne. Bon, il y a beaucoup de comptes courants, j'en vois 8 comptes courants. Un compte épargne de 26 000 euros à la BNP, en gros, il a la BNP au Crédit Agricole. Et il a des comptes courants bien garnis, on va dire correctement. Bon, je trouve c'est un peu bizarre déjà qu'il n'ait pas des comptes d'épargne pleins finalement, parce que je vois compte d'épargne 2700 et des comptes courants à 7 000, des comptes courants à 26 000, un autre compte courant à 21 000. J'ai un peu du mal à comprendre. Ça, c'est vraiment la base de la base. Pourquoi il ne fait pas juste un virement vers un livret A LDD qui les remplisse à fond ? Parce que là, pour le coup, notre cher François, il perd de l'argent avec l'inflation, parce que, je vous rappelle, le compte courant n'est pas rémunéré. L'inflation, par contre, vous fait perdre en pouvoir d'achat. Le livret A et le LDD, c'est pas ce qui va faire gagner de l'argent sur le long terme, mais au moins, ça le protège un minimum. En ce moment, on est à 2%, 2,4%. Bon, il peut faire travailler déjà à peu près 50 000 euros, au moins 30 000 euros entre livret A et LDD à 2-3%. C'est pas ça qui va le rendre riche, mais ça peut limiter un peu la perte du pouvoir d'achat. Je trouve ça bizarre qu'il ait ça sur les comptes courants. Donc, si quelqu'un m'entend au ministère, vous pouvez lui donner ce petit conseil, qu'il fasse un petit virement sur le livret A. Ce sera toujours ça de prix. Ensuite, véhicule à moteur, une Peugeot 5008, bref. Mais il a 4 véhicules. Et il a aussi des chevaux de course, 10 000 euros d'élevage et 75 000 euros de capitaux propres élevage chevaux. Alors ça, je vous invite j'ai fait un épisode avec Mathieu Stéphanie, ça date d'il y a 1 an et demi, 2 ans, où on parlait un peu d'investissement atypique et des investissements entre potes. Et lui, il nous avait raconté comment il avait investi dans des chevaux entre potes. Je vous recommande vraiment cet épisode si vous ne l'avez pas encore écouté.
Et ensuite, il a du passif, donc il a des dettes de 20 000 € au Crédit Agricole. Donc bon, il est pas très endetté, François, à 4 500 €. Donc, alors, moi, je vois 2 grosses remarques d'optimisation dans ce patrimoine-là. Première chose, bon, bah, c'est que l'épargne de précaution, bah, c'est pas sur des comptes courants, mais sur des livrets que ça doit aller. Je pense que c'est un peu la base, mais je trouve ça dommage que, ben, il y ait 15 000 € sur son compte courant et que, ben, sur son compte épargne, il n'y en ait que 2 000. Et pareil, sur le Crédit Agricole, il a 21 000 sur le compte courant et il a pas de compte épargne. Alors, il y a le Codévie, je sais pas trop ce que c'est, mais je crois que c'est un ancien compte épargne aussi. Mais pareil, 2 000 €, bon, il pourrait faire l'inverse, quoi. Garder le minimum pour vivre et bref, et pas avoir trop d'argent sur le compte courant. Enfin, faire l'inverse entre le compte épargne et le compte courant. Et l'autre chose, et ça j'ai peur que ce soit la remarque que je fasse avec la plupart des ministres, et voilà, il y a beaucoup d'immobilier, mais il n'y a que d'immobilier. Donc c'est dire que son patrimoine aujourd'hui à François Bayrou, c'est 100% d'immobilier. Il n'a pas d'assurance vie, il n'a pas d'action, il n'a pas d'SCPI. Alors ne parlons même pas de crypto, de private equity, mais je pense que le minimum serait au moins d'avoir un peu de financier, au moins un peu d'assurance vie, au moins un peu d'action, mais pas du tout. Donc voilà, moi si j'étais lui ou si j'étais son conseiller financier, je lui conseillerais de diversifier un petit peu ses actifs et ne pas être full immobilier. Ok, on va voir maintenant quelqu'un d'autre. On va voir, bah tiens, Elisabeth Borne qui a fait un peu les chaises musicales, je crois, en ministre. Elle était. Après, moi, je suis perdu. Je crois qu'elle était dans un truc. Elle était au transport, maintenant à l'éducation nationale. Bref, bon, c'est pas sa première. Je pense pas que ce soit son premier poste de ministre. Donc, vu qu'elle est un petit peu connue, on va regarder un peu ce qu'elle a. Donc, elle a un appartement à Paris, dans le 75, qu'elle a acheté en 2008. Un prix d'acquisition 480 000, une valeur vénale de 740 000, donc une belle plus-value. Donc en même temps, bon, entre 2008 et aujourd'hui, à Paris, ça a quand même bien monté, donc ça m'étonne pas trop. Elle a un appartement dans le 92 aussi, qu'elle a acheté en 2015, 410 000 € et qui aujourd'hui vaut 550 000. Donc voilà, plutôt des bonnes affaires sur Paris, du bon immobilier patrimonial, donc à peu près un peu plus d'1 million hein, finalement de patrimoine net sur... alors on verra s'il y a des dettes, hein, je dis patrimoine net, mais on va voir s'il y a des dettes ou pas là-dessus. Donc elle n'a pas de SCI, elle n'a pas de valeur mobilière non cotée en bourse. Ah, elle a des instruments financiers. Intéressant. Elle a un PEA, la Société Générale, donc 23 000 €. Un autre PEA, alors là, il faudra qu'elle m'explique comment elle peut avoir 2 PEA à son nom. Peut-être que c'est à son conjoint, mais il est marqué quand même Elisabeth Borne. Parce que si elle arrive à avoir 2 PEA, je veux bien qu'elle me donne l'astuce, parce que a priori, on en a le droit qu'à un par personne. Mais je pense que ça doit être à son conjoint. Enfin, j'ai du mal à voir comment elle peut en avoir 2. Alors en fait, elle en a 3, pardon. Je viens de voir, il y a un troisième à la Banque Populaire. Alors là, il y a vraiment un couac. 3 PEA, bravo. Je sais pas si elle a des contacts qui lui permettent d'avoir des PEA. Bon, en tout cas, elle les exploite pas trop parce qu'on a une valeur limite enfin, un plafond de 150 000 sur les PEA. Elle a 23 000 sur le premier, 650 sur le deuxième et 250 sur le troisième. Donc vraiment, ouais, je suis curieux je suis vraiment curieux de comprendre comment elle peut avoir 3 PEA. Vraiment, je comprends pas. Alors, à moins qu'elle ait conjoint, enfant, alors je sais pas trop comment elle s'est débrouillée. En tout cas, je trouve ça étonnant. Alors, je trouve c'est bien qu'elle ait un PEA finalement, si on compare au Premier ministre qui n'a vraiment rien en financier, qui n'a ni PEA ni compte titre. Elle a pris date, on va dire, sur 2 PEA et elle a commencé à investir sur un autre. Mais bon, c'est pas non plus ultra optimisé parce qu'au vu du montant de son patrimoine, qu'elle est quand même à plus d'1 million en patrimoine net immobilier, je trouve que c'est quand même dommage de pas avoir pu remplir son PEA, au moins un des 3 PEA. Mais elle n'a pas de compte titre non plus. Et je trouve ça quand même dommage qu'on n'ait pas le détail. Je serais vraiment curieux de savoir s'ils ont des ETF, des actions, des fonds d'investissement. Même si je connais un petit peu la réponse, j'imagine que c'est un des fonds maison qui a été conseillé. Même si bien sûr, je serais vraiment curieux de voir comment ils investissent au sein de leur PEA. Ensuite, elle a 3 assurances vie, pareil, Société Générale et Banque Populaire, et donc 47 000 € Société Générale, 590 à la Banque Populaire et 281 000 sur l'autre assurance vie de la Société Générale. Alors c'est plutôt alors il est marqué PERP, donc au final ouais, c'est un PER où il a 281 000 et l'autre je pense c'est une assurance vie. Parce que moi, du coup, voilà, les PER, hein, c'est considéré comme des assurances vie parce que c'est des PER assurantiels. Donc en fait, elle a une assurance vie de 47 000 et un PER de 281 000. Et ensuite, elle a des comptes bancaires et des produits d'épargne aussi. Là, c'est marrant. Comme François Bayrou, il y a beaucoup plus de lignes sur les comptes courants que sur les produits d'épargne, que sur les produits d'investissement. On a pareil un compte courant qui est blindé, 63 000 €, un livret A, donc un livret A rempli et LDD rempli. Donc ça, au moins, on peut pas lui reprocher. Elle a rempli ses livrets d'épargne plutôt que son compte courant avant, donc elle a fait un peu mieux que François. Banque Populaire, bon, elle a plutôt des comptes, on va dire, au minimum, elle a pris 1 000 € sur chaque compte, donc ça, pas trop de remarques. Donc finalement, sur la gestion de ses comptes courants, plutôt bien, elle a au moins rempli ses livrets avant d'avoir des montants délirants sur le compte courant, même si bien sûr, 63 000 sur un compte courant, ça me paraît quand même
un peu exagéré. Enfin, je connais pas trop son train de vie à Elisabeth Borne, mais je pense que je suis pas certain qu'elle ait besoin de 63 000 € par mois pour vivre. Surtout je pense qu'elle a un salaire quand même assez confortable. Une voiture donc qu'elle a payé 12 000 € qui vaut 6 000 €. Donc on voit hein, à quel point les, les voitures c'est pas un très bon investissement, mais ça c'est pas du tout un reproche pour elle parce que c'est pour tout le monde. Hein. Dès qu'on achète, hein, ça perd forcément en valeur. Et c'est tout. Donc si je devais faire 2 petits commentaires sur son patrimoine à Mademoiselle Borne, ce serait que voilà, je trouve ça dommage encore d'avoir 63 000 sur le compte courant. Elle a ses livrets qui sont pleins. Je pense qu'elle a un salaire confortable. Je suis pas certain qu'elle ait beaucoup d'imprévus pour avoir autant sur le compte courant, dans la mesure où, voilà, étant ministre, elle paye quand même pas grand-chose. Donc voilà, moi je laisserai pas autant sur le compte courant. Je le placerai sur, j'augmenterai peut-être sur le PEA ou l'assurance vie. Après, voilà, PEA, je pense qu'il est, voilà, il y a mieux à faire que mettre que 23 000 €. Je pense qu'elle peut aller beaucoup plus loin, plutôt que les assurances vie et le PER. Mais ce n'est bien sûr que mon opinion. Hein. Il faudrait bien sûr voir tout son profil de risque et compagnie. Donc voilà, mais de manière générale, je trouve que c'est un peu sous-optimisé à ce point de vue-là. Mais bon, moi, elle a le mérite d'avoir un petit peu de financier par rapport à François Bayrou, qui était que full immobilier. Elle a au moins de l'immobilier, un peu de financier. Mais voilà, j'aurais mis un peu plus sur le PEA. J'aurais aussi certainement ouvert un compte titre. Et voilà. Ensuite, qui on va aller regarder? On va aller voir, tiens, Gérald Darmanin, ça me l'a été demandé en story. Elle m'a écrit, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle m'a écrit Darmanouche, ça m'a fait bien rire. Puis lui, je pense que à peu près vraiment tout le monde le connaît parce que lui, il est vraiment là depuis le début de l'ère Macron, donc je pense qu'il y a absolument tout le monde qui connaît son nom, donc ça peut être intéressant. Donc, qu'est-ce qu'il a? Il a de l'immobilier. Il a 95 mètres carrés dans le 59, qu'il a acheté en 2023, un prix d'acquisition de 225 000, une valeur vénale de 225 000, donc ça n'a pas trop bougé. Bon, en même temps, ça fait que 2 ans, donc je pense c'est normal. Pas de part de SCI, il n'a pas de valeur mobilière non cotée en bourse. Il a un compte titre avec 0 € dessus, chez Arkea Direct, ok. Donc, bon, on peut même pas dire qu'il a pris date, parce que sur le compte titre, il n'y a pas d'avantage fiscal. Et il a une assurance vie chez Aviva de 11 590 €, ouvert en 2012. Ok, il a un compte courant à la Poste de 500 €, un compte courant chez Fortuneo de 49 €. Ah tiens, c'est intéressant. Le premier qui a un compte dans une banque en ligne, intéressant. Il a un livret A à la Banque Postale de 12 000 €, un compte courant chez Arkea de 0 et un livret A à la Banque Postale de 14 000 €. Alors lui, pareil, il a 2 livrets A. Il va falloir m'expliquer pourquoi il arrive à avoir 2 livrets A alors que normalement, il n'y en a qu'un par personne. Peut-être qu'il s'est trompé dans les déclarations, je ne sais pas. Ça doit peut-être être le LDD, peut-être un des deux, mais bon, c'est quand même bizarre. Je trouve que c'est quand même bizarre de se tromper quand on est ministre et qu'on déclare son patrimoine, de se tromper. Bref. Je trouve ça un peu bizarre. Et ensuite, il n'a plus rien et il a un crédit de 185 000 €. Donc finalement, il n'a pas beaucoup de patrimoine net parce que les 225 000 € de son numéro de son appart, en réalité, il a à peu près que 40 000 € dans sa poche. Et finalement, il a pas beaucoup de patrimoine, notre petit Gérald Darmanin. Ce qui est un peu étonnant, pareil, parce que ça fait quand même 7-8 ans qu'il est ministre et je pense qu'il a des salaires très corrects, il ne doit pas payer grand-chose. Donc je suis vraiment, il doit avoir un train de vie vraiment important. Mais vraiment, pour le coup, il montre pas trop l'exemple sur l'épargne, notre ministre. Voilà, pour le coup, il a ses livrets remplis, il a même 2 livrets A. Il a pas beaucoup sur son compte courant, je trouve étonnant quand même, parce que 500 € sur le compte courant, je pense qu'il a besoin quand même d'un peu plus pour vivre. Mais bon, voilà, il a pas de PEA, pas de compte titre, une assurance vie à 11 000 €. Bon, je trouve ça un petit peu étonnant quand même pour un ministre qui est là depuis si longtemps, avec les revenus qu'il a gagnés à plus de 40 ans, d'avoir ce patrimoine-là, et puis finalement, il a commencé à investir dans l'immobilier il y a 2 ans, et en financier, il a rien du tout. Donc peut-être qu'il est au début de sa découverte du monde financier et de l'éducation financière, qui sait. Mais voilà, pour le coup, je peux pas lui reprocher grand-chose dans la mesure où j'ai l'impression que c'est un profil de débutant qui commence à construire à peine son patrimoine. Donc à la limite, peut-être la critique que je ferais, c'est comment il gère son budget. Voilà, c'est peut-être la seule question que je me poserais, c'est comment, avec les revenus qu'il a, il n'a pas un peu plus d'épargne de précaution, ou il n'a pas tout simplement un peu plus de patrimoine de construit, au moins sur le financier. Voilà, c'est la question que je me poserais, ou que je travaillerais si je travaillais avec lui, c'est peut-être retravailler un peu la capacité d'épargne pour préparer le futur. On va voir qui on va voir. On va voir Amélie de Montchalin. Alors, Amélie de Montchalin, c'est la ministre chargée des comptes publics. Tiens, celle qui gère nos sous, qui gère nos impôts. On va voir comment elle place son patrimoine. Elle a une maison individuelle dans le 75. Alors déjà, ça c'est pas courant d'avoir une maison dans Paris de 210 mètres carrés.
donc détenue à moitié, j'imagine, avec son conjoint, qu'elle a acheté en 2022. Elle a acheté 1 257 000, elle a fait 125 000 de travaux et une valeur vénale de 1 160 000. Alors là, pour le coup, je pense que la raison pour laquelle elle a fait une moins-value, je pense qu'elle a acheté un peu au mauvais moment. Elle a acheté en 2022, au moment où les taux remontaient, donc elle a dû acheter plein pot quand les prix parisiens étaient vraiment très chers. Et là, aujourd'hui, l'immobilier parisien a un peu dégringolé, donc je pense que c'est la raison pour laquelle elle a une moins-value latente, en tout cas, sur sa maison. Elle a une autre maison individuelle dans le 91 de 400 mètres carrés, et pareil, 290 000 euros d'achat, 105 000 euros de travaux et 350 000 de valeur vénale, donc pareil, avec une baisse alors pour le coup, elle a acheté en 2017. Donc là, elle est un peu moins excusable sur la moins-value parce que bon, quand on fait 100 000 balles de travaux, normalement, on est censé avoir une belle plus-value latente. Donc je sais pas si elle a mal acheté ou si le quartier était pas terrible ou s'il y a une autre raison, mais en tout cas, je trouve que c'est un petit peu bizarre qu'il y ait une moins-value latente, sachant qu'elle a acheté en 2017 dans le 91 où l'immobilier, malgré la baisse des 2 dernières années, je pense que ça reste haussier depuis le 2017. Ensuite, pas de private equity, pas d'instrument financier, pas d'assurance vie. Dis donc, ça va vite. Les comptes bancaires, elle a 4 000 euros sur un compte courant, livret A 24 000 et LDD 12 000. Donc pour elle, sur gérer son épargne de précaution, ça va. Elle n'a pas fait comme Elisabeth Borne avec beaucoup plus son compte courant que sur ses livrets. Elle n'a pas fait comme François Bayrou où il avait tout sur ses comptes courants et rien sur les livrets. Donc elle c'est plutôt cohérent. 4 000 euros son compte courant et ses livrets de plein. Mais par contre, elle n'a pas d'autre patrimoine à part son immobilier. Et elle a des dettes, donc elle a des emprunts sur ses 3 apparts. Ce qui fait que du coup, elle a un patrimoine net forcément un petit peu moindre que son patrimoine brut. Mais finalement, c'est la même remarque. Je trouve ça vraiment dommage en fait alors c'est très bien, elle a deux maisons en région parisienne, mais zéro diversification. Et en plus, ça a l'air d'être vraiment que des biens de jouissance, de maisons individuelles qu'elle a je pense que ça doit être sa maison principale et sa résidence secondaire, mais ça veut dire qu'elle a pas d'autre patrimoine, c'est-à-dire pas de résidence locative, enfin pas d'investissement locatif, pas d'action, pas de PEA, pas de compte titre, pas d'assurance vie. Et je trouve ça quand même dommage. Une personne de notre gouvernement, surtout qui gère les comptes publics, elle investit même pas pour elle-même. Je trouve ça un peu dommage, au moins une assurance vie, même si c'est pas le truc que je recommande à tout le monde, mais bon. Ensuite, qui on a ? On va aller voir Éric Lombard. Ça, c'est le ministre de l'économie. Lui, je pense que il doit bien savoir placer son argent parce que il gère l'économie du pays. Qu'est-ce qu'il a ? Il a une maison individuelle qui date de 2004 avec 1 800 000 d'acquisition, 1 million de travaux et 600 000 de valeur vénale. Ouf, qu'est-ce qui s'est passé là ? Dans le 56, alors je sais pas trop où c'est le 56, je suis pas très bon en géographie. Ah mais oui d'accord, il a que l'usufruit et en plus il détient 50% de la quote-part. Donc ça doit expliquer pourquoi on a cette moins-value, quoique il doit y avoir d'une autre raison, mais en tout cas c'est quand même assez étonnant d'avoir une acquisition plus montant des travaux à plus de 2,8 millions et une valeur vénale de 600 000 euros. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé pour ce bien-là. Ensuite, il a un appartement, plutôt une maison de 240 mètres carrés dans Paris. Dis donc, nos ministres, ils arrivent à avoir des maisons dans Paris de 240 mètres carrés. Ça doit être des beaux palaces. Acheté en 2019, 6 millions... Alors j'ai peur de rater un zéro. 6 120 000 euros quand même de prix d'acquisition et 400 000 euros de travaux avec une valeur vénale de 6 millions d'euros. Donc là pour le coup je pense qu'il a dû aussi subir un peu de plein fouet la baisse du marché parisien. Et ensuite il a un appartement de 180 mètres carrés à plein Paris, en indivision, détenu à 50%, acheté en 2020 et de 2,8 millions et du coup une valeur vénale de 1,4 million. Donc là pour le coup je pense que c'est parce qu'il en détient 50%, qui explique pourquoi il a 1,4 million. Donc, pas mal d'immobilier quand même, un bien à 6 millions d'euros et un bien dont il possède 600 000 euros, mais ça lui fait quand même 7-8 millions de patrimoine. Alors, pour l'instant, je dis brut parce que j'ai pas vu ses dettes, mais ça lui fait un beau patrimoine immobilier quand même. Alors, pour le coup, pas trop diversifié parce qu'il est quand même quasiment tout à Paris, à part celui dans le 56. Il a une SAS, le premier qui a du private equity, du moins, des parts d'entreprise. Il a une SAS qui s'appelle Alma Era, où il possède quasiment tout, 99,96% du capital social, et une valeur vénale de 6,8 millions quand même. Donc, je pense que ça représente aussi une bonne partie de son patrimoine. Il a un compte titre à la BNP avec 0 euros. Il a des assurances vie chez Cardiff, qui appartient à la BNP de 4 000. Alors, je suis toujours peur de rater un zéro, on a 429 000 euros. Il a une autre assurance vie, pareil chez Cardiff, de 1 300 000 euros. Ensuite, sur les comptes bancaires, il a 47 000 euros sans compte courant, un autre courant avec 0, un autre courant avec 3 000 et un autre compte courant de 2007. Donc ça, pareil, pas de livret d'épargne, je comprends pas.
On met tout sur les comptes courants et 0 livret d'épargne. Bon, ok. Ensuite, il a un piano à queue. Ok, assez marrant. Un voilier RM 1070. Alors, j'y connais rien en voilier, mais en tout cas, il vaut quand même 140 000 euros. C'est une évaluation personnelle. Et il a des divers objets d'art jusqu'à 600 000 euros. Donc, il est quand même bien exposé à l'art. Et il a un compte courant d'associé. Du coup, ce qu'il a sur sa boîte de 4 200 000 en compte courant d'associé sur sa boîte, sur sa SAS. Et il a du passif, donc il a pas beaucoup de crédit finalement. Il a 750 000 euros de crédit, mais pour plus de 7-8 millions de patrimoine. Donc finalement, ça lui fait quasiment tout en net. Donc il a quand même un très beau patrimoine immobilier. Qu'est-ce qu'on peut en conclure un petit peu sur son patrimoine? Donc, très beau patrimoine immobilier. Avec quasiment 0 crédit, donc c'est que du net. Bon, pour le coup, ça a l'air d'être beaucoup de l'immeuble de jouissance aussi, parce que je vois que c'est dans Paris, et j'imagine que ça c'est dans son département d'origine, en plus qu'il est en usufruit. Donc, je suis pas certain qu'il puisse générer beaucoup de revenus passifs avec son immobilier. C'est plus de l'immobilier patrimonial, j'imagine. Beaucoup aussi de cash dans sa boîte. Mais par contre, voilà, pas de PEA, pas de compte titre. Et il a 2 assurances vie. Alors, très bien, pourquoi pas 2 assurances vie. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'il est chez le même assureur. Vous devez le savoir, le fonds de garantie des dépôts garantit jusqu'à 70 000 euros chaque assureur. Bon, lui, il a tout mis chez Cardif. Pourquoi pas? Mais pourquoi avoir 2 assurances vie chez Cardif déjà? Et puis surtout avec des montants aussi importants, moi j'aurais au moins diversifié avec un autre assureur. Voilà, en cas de problème, quoi, tout simplement. Et surtout, j'aurais pas mis 2 millions sur des assurances vie. J'aurais mis un peu sur assurance vie, j'aurais rempli déjà mon PEA pour la partie bourse, j'aurais mis un peu sur le compte titre. Et autre chose aussi, donc on a vu tout à l'heure, comme les autres, comme beaucoup d'autres ministres, beaucoup sur le compte courant, mais pas de livret, donc bon, petite optimisation possible. Et même sur l'exotique, je trouve ça assez marrant d'avoir autant d'exotiques et pas d'actions. Il a quand même 600 000 euros dans l'art, parce qu'il doit faire quand même un certain pourcentage de son patrimoine, mais il n'a pas d'actions. Enfin, il a des actions de sa boîte, très bien, mais c'est sa boîte, mais il n'a pas de produits financiers, il n'a pas d'ETF, pas de fonds, pas d'actions. Je trouve ça quand même assez étonnant, surtout pour un ministre de l'économie. Vous remarquerez que pour l'instant, on en est quand même au 5e ministre analysé, il n'y a pas un seul qui a de la crypto. Et la seule qui a un PEA, c'était Elisabeth Borne. C'est quand même, je trouve, inquiétant pour des gens qui nous gouvernent. Bon, je vous propose de terminer avec une 6e et une dernière ministre, parce que après, sinon, je vais passer ma journée, parce qu'il y en a tellement. Je vais en regarder, jusqu'à en trouver le nom le plus connu, même si moi, je suis pas trop... tiens, Manuel Valls, voilà. Génial. Lui, je pense que tout le monde le connaît, parce que lui, il a fait partie de quand même plein de gouvernements, même celui d'avant, je crois. Donc, je pense qu'il y a à peu près tout le monde qui le connaît. Qu'est-ce qu'il a, monsieur Manuel Valls? Il n'a pas d'immobilier, il n'a pas de part de CI, il n'a pas de private equity, il n'a pas, dis donc ça va vite, il n'a pas d'instrument financier, il a une assurance vie de 2 900 euros, il a un compte bancaire de 17 000 euros et un LDD de 56 euros et un livret A de 30 euros. Bon, écoutez, désolé, on finit sur un truc qui va être très très rapide. Il a de l'art. Alors ça, il va falloir m'expliquer aussi. La première règle, monsieur Valls, dans la finance, c'est la diversification. Et mettre 100 000 euros dans l'art sans avoir d'immobilier et de bourse et même d'épargne de précaution me paraît très très risqué. Même si j'ai envie de faire une dédicace avec un partenaire que j'ai eu récemment qui s'appelle Mathis, qui propose du co-investissement dans l'art, et je pense que c'est une très bonne chose pour diversifier son patrimoine et voilà, dans une partie, dans un cas de diversification. Mais par contre, avoir 100 000 euros de patrimoine dans l'art et avoir 0 euros d'immobilier et 0 euros de finance, en gros d'avoir tout son patrimoine dans l'art et avec aucune épargne de précaution, me paraît un petit peu cocasse, pour pas dire autre chose. Et pareil, pourquoi mettre 17 000 euros sur le compte courant et avoir 0 sur le LDD livret A? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a 400 euros sur un compte courant à Barcelone et il a des crédits, et en plus des crédits pour prêt personnel, donc en plus il a des crédits pas très très bons, enfin c'est pas des crédits qui vont l'enrichir a priori, parce que ça a l'air d'être plutôt des prêts à la conso. Donc pareil, je me pose la question, il a été au gouvernement pendant je sais pas combien d'années, il est encore au gouvernement, qu'est-ce qu'il fait de son épargne? Je me pose vraiment la question. Oui, où va l'argent? Où va son épargne? À part dans l'art, du coup. Mais pour moi, il y a un gros sujet, la diversification. Ça me paraît ultra risqué. En plus, c'est pas forcément liquide. Donc, s'il a besoin de cash, comment il fait? Donc voilà, gros carton rouge à monsieur Manuel Valls. On termine sur vraiment un mauvais élève pour la gestion de ses investissements. Bon, voilà pour l'analyse. C'est une analyse rapide. J'ai pas pu faire une analyse détaillée parce que vous le voyez, j'ai pas tout le détail de ce qu'ils font. Mais je trouve que c'est quand même assez inquiétant de voir que les gens qui nous gouvernent, alors si je fais un gros résumé, la grande majorité ont beaucoup sur leur compte courant et n'ont même pas leur livret rempli. Quasiment personne n'a de PEA ou de compte titre.
de mémoire, il y avait que Elisabeth Borne qui en avait un. En plus, elle avait 3 PEA. Alors, il faudrait qu'elle m'explique aussi comment. Des PEA qui sont jamais remplis au taquet, des assurances-vie qui débordent à l'infini, mais par contre, les PEA ne sont pas remplis. Que des assurances-vie sur des banques traditionnelles. Donc ça, bon, évidemment, je ne vais pas citer de nom, enfin, j'en ai cité dedans, mais peu importe le nom, mais aucune sur des assurances-vie en ligne. Donc, ça veut dire souvent, j'imagine, des assurances-vie quand même très chargées en frais, donc pas optimisées. Et la dernière chose aussi, c'est que personne n'a des cryptos. Alors, j'avoue que j'en attendais pas moins. Je pense que j'avais très très peu d'espoir à voir quelqu'un qui avait des cryptos, mais ça prouve aussi l'intérêt qu'ils y portent et peut-être la raison aussi pour laquelle ils mettent pas mal de bâtons dans les roues à l'écosystème crypto, ce que je trouve un petit peu dommage. Alors aujourd'hui, quand même, ça fait plus de 15 ans que le Bitcoin existe. J'aurais pas trouvé ça déconnant d'avoir au moins un ministre qui a un petit peu de Bitcoin. Mais bref, ça pareil, je trouve ça étonnant. Et voilà, dans l'ensemble, je trouve que c'est pas trop glorieux quand même sur la gestion des finances. Voilà, des comptes courants qui débordent, donc qui sont rongés par l'inflation, des assurances-vie bourrées de frais, très 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 peu de bourses, beaucoup d'IMO, beaucoup de résidences principales. Donc là, il n'y a pas de souci, normal. Je comprends tout à fait que les gens achètent leur résidence principale. Pas d'investissement locatif, j'en ai pas vu en tout cas sur les 6 que j'ai analysés. Pas d'SCPI, aucune SCPI, un seul qui a sa boîte, qui est Eric Lombard. Mais voilà, je trouve quand même que c'est de manière générale pas bien diversifié, pas optimisé sur la gestion de leurs comptes courants, et très très peu de bourse, très peu de finances. Et je trouve ça très dommage. Voilà pour cet épisode un petit peu particulier que j'ai fait un petit peu sur le tas parce qu'il est arrivé il y a pas longtemps et je voulais profiter pour vous donner un petit peu mon avis sur le patrimoine des ministres. J'en profite aussi pour te dire qu'en ce moment je fais la plus grosse promo de l'année parce qu'on vient d'atteindre le 1 million d'écoutes sur le podcast. Il y a tout mon catalogue de formation à moins 60%. Pour en profiter, c'est dans le lien de description. Avec le code million, tu pourras profiter de la formation que tu veux. Tu peux prendre toutes celles que tu veux aussi d'ailleurs pour te former. Donc voilà, je t'invite à en profiter. Si tu veux en profiter pour te former pour cet été, je pense que voilà, ça peut être le meilleur moment pour les acheter au meilleur prix pour prendre le temps de se former cet été. Sur ce, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que tu penses du patrimoine des ministres ou de leur façon de gérer leurs investissements ou leurs finances. Ça m'intéresse beaucoup. Sur ce, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode.